L'objectif, enfin, ce petit slide était pour vous montrer en fait la complexité. Je vais aller très vite dessus parce que j'en ai parlé. La complexité de mise en place du droit à l'oubli au sein des institutions financières. On est bien d'accord qu'il s'agit pour nous, puisqu'on a ces projets de droit à l'oubli à mettre en place, de démontrer auprès de la CNIL que nous avons mis en place un mécanisme de purge, ou du moins un mécanisme d'oubli à un certain moment, et donc de pouvoir l'opposer s'il y a un audit fait par la CNIL. Donc l'objectif il est là, si ça marche, voilà, objectif, pouvoir purger les ACP, et bien sûr démontrer à la CNIL qu'un mécanisme d'oubli est mis en œuvre. Et pour cela, vous avez évidemment, en termes de démarche, tout d'abord, définir la fin de relation client, et ce, donc, on l'a vu, en fonction de tous les métiers. Par la suite, définir la durée de conservation des DACP, encore une fois auprès des métiers. Et puis après, au sein du système d'information, inscrire et déterminer les durées de conservation et les fins de relation dans le système d'information. Avec la mise en place d'indicateurs, la mise en place d'un outil qui va calculer la durée de conservation. Et puis finalement, une fois que la durée de conservation est terminée, mettre en place un mécanisme qui permet soit de filtrer, soit alors de purger complètement votre base de données. Évidemment, ça concerne à peu près toutes les activités de la banque. Donc c'est là où la difficulté se multiplie, c'est complètement factorisé auprès de l'ensemble des activités de la banque. On est bien d'accord, on parle de succession, on parle de placement, on parle de tenue de compte, on parle de déshérence, des crédits, enfin bref, toutes les activités sont touchées par le droit à l'oubli. Et même au-delà, si on se projette un peu, je vous ai parlé pour le moment uniquement des activités qui touchent finalement nos activités auprès des clients. Mais dans nos activités, enfin, dans nos institutions, nous n'avons pas que des clients. Nous avons des noms, des prénoms concernant d'autres personnes. Tout d'abord, nous avons des personnes qui constituent, on voit mal, mais la partie RH. C'est-à-dire que nous détenons effectivement toutes les bases de données concernant les salariés. Alors, le droit à l'oubli s'applique aussi à eux. Pour autant, ce n'est pas forcément la priorité. Il y a des priorités à faire. Dans les différentes missions que j'ai pu avoir, la priorité est effectivement d'oublier les clients. Mais cela étant, dans une trajectoire, je dirais, de mise en place du droit à l'oubli, la partie RH n'est pas à mettre de côté. Vous avez également les partenaires. Par exemple, tout l'ensemble des partenaires avec lesquels nous travaillons, ça peut aller des huissiers, en passant par les apporteurs d'affaires dans l'immobilier, des bases de données plus petites, restreintes sont mises en place. Pour autant, si ces personnes, nous ne travaillons plus avec ces personnes, au bout d'un certain temps, il faut savoir les oublier. Il y a également la partie filiale, les prestataires de services. C'est-à-dire que là aussi, ce sont des bases de données auprès des achats qui détiennent un certain nombre d'informations à caractère personnel, pas simplement des personnes morales, mais à caractère personnel, c'est-à-dire l'ensemble des prestataires de services qui travaillent pour l'institution. Là aussi, au bout d'un certain temps, il faut savoir les oublier. Et puis, vous avez également un autre problème qui vient s'ajouter, qui n'est pas du tout simple, mais qui est un problème à gérer, je dirais, un peu plus tard. Ce sont, dans l'ensemble des agences, l'ensemble des services, les back-office, vous avez forcément des fichiers Excel, des fichiers tout court, mais qui sont détenus par les personnes elles-mêmes, qui leur permettent effectivement de traiter un certain nombre d'opérations et qui maintiennent, gardent très souvent, très longtemps, la liste des noms avec lesquels ils travaillent. Donc là aussi, il y a à penser et à balayer ces fichiers et déterminer si il ne faut pas les détruire à un certain moment, en tout cas peut-être faire des filtres. En tout cas, il est évident qu'à ce niveau-là, au niveau des agences par exemple, on va très bien un directeur d'agence pouvoir, souhaitant filtrer, gérer ses clients via sa propre base de données, il est évident qu'il faut sensibiliser, et là aussi il y a un travail que je n'aborde pas ici, mais il faut sensibiliser l'ensemble des agences qui sont en contact avec le public, qui doivent effectivement avoir en tête le fait qu'au bout d'un certain temps, la durée de conservation est de temps, et effectivement il faut savoir oublier les personnes. Donc ça c'est un point aussi important, qui n'est pas forcément prioritaire, mais qui peut relever quand même d'une trajectoire, en tout cas dans le cadre de la mise en place du droit à l'oubli. Et enfin, je vous parle évidemment des documents électroniques collectés ou envoyés. Nous le savons, nous faisons des extraits de comptes, nous avons des sites, et
ces sites permettent d'extraire les comptes que nous proposons auprès de nos clients, il est évident qu'il faut avoir à un certain moment une durée de ces extraits de comptes qui ne permettent pas de remonter au bout d'un certain temps, au bout de 10 ans par exemple, à extrait de compte de 2005 ou 2004 de la personne. Donc là aussi, il y a un travail, en tout cas une réflexion à avoir autour de ça, de ce que nous pouvons proposer comme fichier auprès de nos clients via les sites et les portails. Donc, je reviens très rapidement parce que vous en avez parlé tout à l'heure, mais c'est tout à fait le cas. Qu'est-ce qu'on risque si on ne fait rien? Les risques, pour moi, n'est pas le risque à la fois administratif et pénal, comme on l'a dit, qui existe pour autant, mais c'est un risque quand même. À mon sens, c'est le risque d'image. C'est avant tout le risque d'image. C'est-à-dire que je pense que, compte tenu de la difficulté qu'ont les banques à se positionner et à communiquer auprès de leurs clients, puisqu'il a, je dirais que la tendance quand même de dire que beaucoup de choses proviennent de la faute des banquiers, une plainte d'un client, et ça c'est la peur que l'on peut avoir, une plainte d'un client auprès de la CNIL en disant c'est pas normal, ça fait 10 ans que je reçois des prospectus de la banque postale par exemple, alors que ça fait plus de 11 ans que je n'y suis plus, cette plainte-là sera très certainement recevable par la CNIL. Et après, évidemment, la publicité qui sera derrière égrènera forcément l'image de l'institut bancaire. Donc là, pour moi, le risque, il est très fort à ce niveau-là. On a parlé des risques d'amende, elles existent. Pour autant, comme on l'a vu, la CNIL est ne va pas, je dirais, proposer des pénalités très fortes tout de suite. Elle va proposer tout d'abord, dans le cas d'une injonction, de mettre de l'ordre dans ces fichiers, de mettre de l'ordre dans ces bases de données, et très rapidement de pouvoir démontrer qu'il y a la mise en place d'un mécanisme d'oubli au sein des systèmes d'information et non pas simplement le fait de n'avoir rien fait. Donc ça, c'est plutôt important pour elle. Donc ça, c'est la partie risque. On en a parlé tout à l'heure, je ne veux pas trop je dirais, approfondir ce point. En revanche, je vais approfondir le point qui nous intéresse et je pense qu'il va vous intéresser aussi, c'est-à-dire les solutions techniques que l'on peut proposer. Alors la solution majeure, bien évidemment, c'est celle concernant l'effacement, c'est-à-dire la purge de la donnée. Problème, c'est qu'en général, aujourd'hui, depuis pas mal de temps quand même, les systèmes d'information fonctionnent au sein de référentiels. C'est-à-dire que vous avez des référentiels, des bases de données, qui contiennent le nom et le prénom donc, du client. C'est une donnée unique qui vient se déverser sur l'ensemble des outils qui permettent de traiter au sein des back-office, par exemple, au sein des titres, au sein des activités, en tout cas, par exemple, de crédit. Cette donnée unique permet de traiter effectivement les opérations bancaires. Lorsque j'efface cette donnée, les outils qui sont tout autour ont des difficultés à fonctionner correctement. Déjà, il y a un problème d'intégrité de données, et puis deuxièmement, il y a forcément peut-être des problèmes de blocage qui peuvent se mettre en place. Donc on le voit, l'effacement de la donnée n'est pas simple. L'effacement d'une donnée ou de plusieurs données à oublier doit se faire dans un cadre cohérent, dans un cadre parfaitement maîtrisé. Et ça prend du temps. Donc, entre-temps, vous avez d'autres solutions qui peuvent être mises en place. Et ces deux autres solutions sont à la fois l'anonymisation et la pseudonymisation. Alors, l'anonymisation, c'est quoi? Tout d'abord, c'est la partie irréversible. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez en place un système qui ne permet plus de reconstituer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de reconstituer le nom et le prénom de la personne. Vous mettez en place un système qui, en fait, irréversiblement, ne permet pas d'afficher à nouveau le nom et le prénom. Par exemple, je vous donner un exemple, Dupont devient 1, et toutes les informations autour de Dupont que nous avions auparavant, la date de naissance, lieu de naissance, son adresse, sont effacées. En revanche, ces activités, ces opérations, peuvent être gardées, peuvent être maintenues si on en a besoin. Donc ça, c'est une solution. La deuxième solution, c'est la pseudonymisation. Vous avez compris, on change Dupont par un pseudo. Pour autant, on maintient un certain nombre d'informations qui permettront, en fonction du besoin réglementaire, moi je pense très souvent au besoin qui est
peuvent être demandés par TRECFIN, par exemple, de reconstituer le nom et le prénom de la personne. Ça, c'est une solution. Ce sont des solutions onéreuses, pour autant. Et puis la troisième solution, qui est une solution intermédiaire, qui est celle, en fait, la restriction de l'accès aux données. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque un conseiller dans une agence traite avec un client sur un crédit, de façon à ce qu'il y ait une proximité du client avec le conseiller, généralement, le conseiller tourne son écran auprès du client et puis lui montre un certain nombre de choses, la façon dont il a calculé, par exemple, ses taux, et ça arrive très souvent. Or, il peut arriver aussi que sur cette même page, et de façon prudente, soit affiché un certain nombre d'informations, par exemple, sur des personnes de la famille de ces personnes, par exemple, mais qui n'ont plus lieu d'être. Par exemple, un mineur qui devient majeur, ou par exemple, une personne décédée de la famille, mais qui peut s'afficher. Et donc, à partir de ce moment-là, on est en risque. On est en risque parce que si la personne est au courant du droit à l'oubli, peut porter plainte parce qu'il a vu des informations sur l'écran qui n'ont plus lieu d'être. Donc l'idée, dans un premier temps, pourquoi pas, est de ne plus afficher ces informations via un filtrage. C'est-à-dire que toujours, pour autant, on a toujours cet outil, ce socle, qui permet d'identifier la fin de relation, qui calcule la durée de la relation, la durée de conservation avec la personne, et qui permet à la fin d'identifier les personnes qui sont à oublier. Une fois qu'on a cet indicateur des personnes à oublier, un filtre permet d'identifier ces personnes à oublier, il ne les affiche plus. Ça, c'est une première solution. C'est une solution beaucoup moins onéreuse. Pour autant, et d'après ce que j'ai compris, la CNIL ne le recommande pas. Ce que recommande la CNIL, c'est plutôt, là je vous ai fait un petit thermomètre inversé, le degré de conformité aux exigences de la CNIL. On s'aperçoit que les deux premières solutions sont recommandées par la CNIL, et c'est écrit au sein de... Vous allez sur le site, c'est parfaitement bien expliqué. En revanche, la dernière solution est une solution, on prouve par là qu'on a d'abord bien conscience de la problématique du droit à l'oubli, qu'on a mis un mécanisme d'oubli, mais pour autant on n'a pas été plus loin parce qu'on estime que l'effacement des données perturbera l'activité de l'institution. Donc, en fait, le filtrage est une solution dégradée, acceptable, mais sur une période donnée. Je pense que, in fine, la CNIL demandera toujours l'effacement de la donnée. Donc il faudra bien y arriver. Mais ça permet pour autant de répondre aux exigences de la CNIL. En face, je vous ai fait un autre thermomètre, qui lui est plus embêtant, qui est celui du degré de risque. Et forcément, lié derrière le degré budgétaire. C'est-à-dire que le degré de risque, quand on parle de restriction des données, de filtrage, celui-ci est assez faible. C'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause l'intégrité de la donnée, et donc par conséquent, le système d'activité peut parfaitement fonctionner avec un filtrage. Il n'y a pas de problème. En revanche, lorsque je veux faire de l'anonymisation irréversible, ou de l'anonymisation réversible, l'impact doit être quand même identifié au sein du système d'information et surtout au sein de l'ensemble des autres systèmes. Parce que vous pouvez avoir de l'anonymisation qui soit irréversible pour, par exemple, les données avec lesquelles peut travailler un conseiller. En revanche, le service recouvrement, le service succession, lui va dire non, non, moi je ne veux pas de ça, j'ai besoin d'avoir pendant encore un certain temps les données parce qu'elles doivent être réversibles. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin pour plus tard. On peut avoir effectivement des échéances judiciaires qui nous demandent d'avoir à présent les données à caractère personnel dans nos bases de données. Donc c'est quand même plus complexe. Et donc déjà, évidemment, le coût est différent. Et puis évidemment, le coût majeur et l'impact majeur également en termes de risque, c'est effectivement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est l'effacement de la donnée référentielle, parce qu'on n'a pas des bases référentielles, de la donnée référentielle sur l'ensemble des outils bancaires. Ça, c'est un point important. Donc, vous avez vu les solutions, et je vous propose également de regarder un peu la trajectoire, c'est-à-dire comment, dans l'une de nos missions, nous avons abordé ces solutions. Et on l'a abordé en fait en lotifiant les solutions et en se disant on va le faire dans le temps. Mais en tout cas, on va démarrer très rapidement et le plus vite possible la mise en place du droit à l'oubli pour démontrer par la CNIL que nous avons
conscience que nous avons mis en place un mécanisme, la purge viendra par la suite. Et donc pourquoi pas? Donc là, sur les deux premières pastilles, eh bien, c'est tout d'abord la mise en place au sein du référentiel d'un indicateur qui puisse dire voici la fin de relation, la date de fin de relation avec la personne. C'est l'indicateur majeur qui doit être inscrit qui doit être déterminé par le système et inscrit dans le référentiel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, eh bien, un outil qui permet de calculer la durée de conservation de la donnée en fonction de la matrice que nous avons vue tout à l'heure. Et puis, en fait, la troisième pastille dit, ben voilà, une fois que nous avons identifié déjà la fin de relation, nous avons calculé la durée de la relation, la durée de conservation, pardon, et enfin nous avons un indicateur nous indiquant la personne est à oublier, on est capable de filtrer. Et la mise en place d'un filtre n'est pas excessif en soi. Et en fait, le dernier point, évidemment, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis ça, eh bien, dans le temps, une fois qu'on a fait les études d'impact, qui elles sont forcément onéreuses, mise en place d'un mécanisme de purge au sein du système d'information. Et quand je parle du système d'information, je parle de tout, c'est-à-dire à la fois du référentiel des données personnelles, par exemple, plus l'ensemble des référentiels qui sont autour. On a parlé tout à l'heure des majeurs et des mineurs. Très clairement, il y a des cas de figure dans certaines institutions où on garde, pour des raisons de marketing, on garde les noms et prénoms des enfants qui sont rattachés à un compte. On ne suit pas forcément s'ils sont majeurs ou pas, et on les garde à vitam aeternam. Et donc là, très clairement, la clinique sera certainement très exigeante là-dessus. Donc ce sont des points, vous voyez, on a des bases de données différentes, et en fonction des bases de données de leur finalité, il faut savoir mettre effectivement en place ces mécanismes-là. Donc globalement, sur une des missions que j'ai eu l'occasion de faire l'année dernière, nous avons identifié sur les 3 pastilles, vous avez vu tout à l'heure, donc en fait, les 3 approches, la mise en place d'un outil permettant effectivement de calculer la durée de conservation, la fin de relation et la mise en place de la personne oubliée, plus le filtrage, nous avons calculé qu'il nous faut à peu près 2800 jours pour la mise en place. Ça, c'est pour une banque assez classique sur le territoire national, métropolitaine, concernant à peu près 2000 agences, entre 6 et 8 millions de comptes, à peu près, donc de clients. Donc vous avez ça, 2800 jours. Bon, c'est un cas de figure, hein, évidemment, chacun d'entre nous a son système d'information qui diffère, ça peut être des systèmes d'anonymisation qui existent déjà. Là, ce n'était pas le cas. Un point d'interrogation, gros point d'interrogation, parce que nous ne l'avons pas calculé encore et que pour le moment ce n'est pas à l'ordre du jour, c'est la mise en place des mécanismes de purge. Ça, c'est... et je suis incapable de vous dire aujourd'hui combien cela coûterait en termes de jours. Donc en conclusion, 2 points importants. D'une part, vous dire que la mise en place du droit à l'oubli est un projet où le mot prudence doit être à l'ordre du jour. C'est-à-dire que, véritablement, il faut être patient. Il faut, d'une part, démontrer à la CNIL qu'on a la conscience qu'un projet est mis en place. Il faut prendre le temps pour réaliser la matrice. Il faut prendre le temps pour trouver des solutions intermédiaires, avant d'arriver, effectivement, à la solution majeure, qui est celle de la purge, en tout cas de la mise en place d'un mécanisme de purge. Donc ça, c'est le premier mot d'ordre. Et le deuxième mot d'ordre, eh finalement, c'est quelque chose d'un peu plus général. C'est pour vous dire, je reviens tout à fait à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la mise en place du droit à l'oubli est en fait un peu, entre nous, schizophrène. C'est-à-dire qu'on vit dans une contradiction où on nous demande de maintenir un certain nombre de données importantes, ne serait-ce que pour les reportings, pendant un certain temps. Et puis on nous demande effectivement de savoir oublier les personnes. Donc on est vraiment dans le cas où on est dans une situation contradictoire, il faut savoir mettre le curseur correctement, et c'est la raison pour laquelle ça prend beaucoup de temps, parce que l'ensemble des services avec lesquels, si vous lancez ce projet, vous allez voir, l'ensemble des services va vous dire, ah oui, mais nous, on a besoin des données parce que telle personne, enfin tel règlement nous demande de le garder pour tel temps, pour
la réglementation nous demande de le garder, de le maintenir. Bref, un certain nombre de besoins sont différents et en fonction de la finalité. Donc je reviens effectivement à la finalité est le point le plus important, et donc c'est la raison pour laquelle la première démarche à faire pour constituer et avoir une idée correcte de la durée de conservation des données, c'est d'aller voir effectivement l'ensemble des activités, c'est elles qui nous diront combien de temps il faut maintenir les données à caractère personnel. Voilà, j'ai fini.